Et ce que tu peux faire, tu prends le risque, tu overbook. Donc tu rends ton logement disponible à la location. Ok. Et au final, ton logement est loué 2 fois. Parce que le no-show, tu es quand même payé intégralement par la plateforme où tu as été réservé. Le viager, ouais, c'est pas pour toi. Ouais, non, c'est impossible. Et au-delà de ça, j'ai l'impression comme si je pariais sur la mort de quelqu'un. Et c'est juste, moralement, j'y arrive pas. Salut à tous, vous êtes sur Ça fait un bail, le podcast pour lancer votre projet immobilier. On accueille Adlen Djekiref aujourd'hui, ancien employé Airbnb, qui va nous parler de la secret sauce d'Airbnb et des meilleurs endroits ou meilleurs apparts où investir. Comment on continue à louer en Airbnb dans des zones qui sont de plus en plus réglementées. C'est un sujet qui est hyper d'actu en plus, je suis content et je pense que c'est d'actualité même pour un moment aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles lois qui arrivent en 2024, 2025, et aussi investisseurs avec un chouette parcours. Donc bienvenue Adlen. Merci Jérémy, merci pour l'invitation. Très content de passer un peu de temps avec toi dans ton très très joli appartement. Et en plus, on est super bien accueillis. Il y a le café, il y a l'eau et un petit chat aussi qui nous accompagne, donc c'est la totale. Exactement. Il y a un petit chat qui est de nouvel occupant de la maison. Peut-être que vous allez l'entendre, peut-être qu'il va venir sur le podcast, on verra. À voir. On essaye de faire avec, et s'il est trop chiant, on le mettra dans la salle de bain. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, comment tu t'es lancé en immobilier ? Bien sûr, donc je m'appelle Adlen, j'ai 37 ans. Je suis né, j'ai grandi en Algérie et je suis arrivé en France en 2009, en août 2009, pour faire des études supérieures, poursuivre mes études supérieures. Donc j'étais admis à Angers, j'ai fait une école de commerce là-bas, l'ESCA d'Angers, avec l'université. Je savais pas que tu avais fait ESCA. Ouais. Moi j'ai fait IESEC, c'était la petite guerre entre IESEC et ESCA. J'ai fait le parcours parallèle entre l'université et l'ESCA. En fait, c'est le seul diplôme qui est fait entre les deux établissements. Je suis spécialisé en revenu management, Trop bien. en yield management. Donc j'étais diplômé en fin 2010 et voilà, donc après j'ai commencé ma carrière, je travaillais un peu dans l'hôtellerie en tant que consultant en revenu management. Derrière j'étais salarié dans un groupe hôtelier indépendant parisien, le plus grand en termes de nombre de chambres avec l'hôtel du collectionneur, les jardins du Marais et le patio Saint-Antoine. Qu'est-ce que ça fait un revenu manager ? C'est franchement hyper excitant. Moi je voulais absolument pas travailler dans l'hôtellerie dans un premier temps parce que je détestais un peu les codes hôteliers classiques, anciens. Je me voyais mal avec une cravate tous les jours tendue, la barbe ultra rasée, etc. Ouais. Donc, ce que j'ai accepté au départ, c'est de travailler finalement dans un cabinet de conseil qui sous-traitait la partie revenu management avec les hôteliers, qui n'en avaient pas, des revenus managers en interne. Et après 2-3 ans, finalement, j'ai été recruté par ce groupe-là. Qu'est-ce que ça fait ? C'est hyper formateur. Un revenu manager, c'est un peu un trader de l'hôtellerie. Donc, en fait, tu as des variations du prix, tu as de la demande et l'offre Enfin, l'offre, elle est la même. Donc, tu as un nombre de chambres d'hôtel qui est limité, mais ta demande, elle est fluctuante. Et en fonction de la demande, tu vas forcément ajuster tes prix, les événements, le remplissage, ton forecast. Des événements qui sont prévus, d'autres qui ne le sont pas. Une grève SNCF, par exemple, pour changer un petit peu. Donc voilà, tout ça fait que tu dois rester tout le temps à l'affût. C'est hyper excitant. Et à regarder tes chiffres et analyser tes chiffres pour prendre la meilleure décision tarifaire, toujours dans le but d'une meilleure optimisation, une meilleure rentabilité de l'établissement. Ok. C'est vrai qu'il y a une ville là, qui avait été sélectionnée pour avoir une activité des JO, une épreuve des JO. C'est quelle ville ? Et ils ont annulé là récemment. Ils ont décalé cette épreuve à 30 km de la ville. Et j'ai vu qu'il y avait des hôteliers du coup qui se sont retrouvés à avoir 90% d'annulation sur leur c'est exactement ça. sur leur booking. Et Exactement. Ça, c'était difficile à prévoir. Mais quand même, il y a un pourcentage de chance, j'imagine. Donc tu fais des analyses. Exactement. D'où parfois aussi une des tactiques, c'est de faire de l'overbooking, un peu comme on voit dans les compagnies aériennes, sachant que c'est là que le revenu management est né. C'est dans ce transport aérien. Et donc on prévoit toujours une marge de manœuvre, faire un moins 20 en termes d'overbooking, un moins 10. Et avec un peu de chance, les annulations d'un côté, les no-shows d'un autre, donc les clients qui n'annulent pas et qui ne viennent pas. Et on s'en sort finalement. Ou peut-être, quand on a très peu de chance, on aura à déloger des clients dans d'autres établissements. C'est la partie la moins fun quand on fait du délogement. Surtout quand tu as
une famille avec des enfants ils sont arrivés à 23h, ils pensent qu'ils vont dormir dans l'hôtel et finalement tu les envoies ailleurs. Ah là là. Ça, c'est un Ouais. peu pénible, mais voilà. Mais pour le coup, tu optimises quand même ton hôtel en prenant en compte tous les éléments, en effet, qui peuvent impacter ton remplissage. Ok, hyper intéressant. C'est des choses qui t'ont servi dans l'exploitation d'appartements à toi? Absolument. Ouais, non, c'est hyper utile. La première fois, en fait, tu développes un flair, notamment par rapport à tes voyageurs et par rapport à tes clients. Parfois, tu te dis, bah, ce client-là, je lui ai envoyé plusieurs messages, parfois automatisés ou peu importe, mais il m'a jamais répondu. Donc, tu sens un peu le no-show venir de très loin. D'accord. Et ce que tu peux faire, bah, tu prends le risque, tu overbook. Donc, tu rends ton logement disponible à la location. Ok. Et au final, ton logement est loué 2 fois. Parce que le no-show, tu es quand même payé intégralement Ouais, par la plateforme où tu as été réservé. Et ça m'est arrivé justement plusieurs fois. Énorme. C'est énorme. C'est le jackpot. Ah ouais, tu m'étonnes. Je suis Florent Richard sur les réseaux, qui est passé sur le podcast aussi, qui a 15 ou 30 appartements à Marseille en Airbnb. Tout à distance, lui, il vit à Bordeaux. D'accord. Donc, il a bien automatisé, etc. Ouais. Assez chouette ce qu'il a fait. Et lui, il est très... il se laisse pas emmerder par ses locataires, tu vois. C'est-à-dire que, pareil, il fixe des conditions d'annulation hyper compliquées. Il répond pas aux messages parce que tous ces messages automatisés, ils sont hyper organisés, hyper bien faits, etc. Et il veut pas se laisser bouffer parce que je pense que quand t'en as 30, t'as beaucoup de messages qui arrivent. Clairement. Et oui, je pense que sur ces sujets d'overbooking, etc., je l'ai vu parfois galérer avec des locataires qui voulaient annuler, qui voulaient se faire rembourser. Et lui disait, bah non, il y a des conditions d'annulation, c'est comme ça. En fait, c'est un business, c'est pas Airbnb comme peut-être les fondateurs d'Airbnb l'avaient imaginé, où tu prêtais une chambre dans laquelle tu étais. C'était un peu un truc de... On était dans le partage, quoi, dans le truc. Ça a un peu changé cet esprit Airbnb ou pas? Pas trop, parce que ça va dépendre un peu en effet du type de ton business. Si tu es un particulier, il faut savoir que sur Airbnb, tu as 80 quand même % de la plateforme, c'est des particuliers. Et le reste, notamment en France, c'est des professionnels. Donc des gens comme Florent, il n'y en a pas des tonnes. Okay. C'est plutôt Madame Dupont et Monsieur Leclerc qui louent leur logement, leur appartement, leur chambre. C'est intéressant, je ne savais pas quelle était la proportion. Elle est pas... Donc l'ADN Airbnb reste le même. C'est une plateforme qui a été créée vraiment en effet pour les particuliers et qui reste aujourd'hui très, très orientée particulier. Ok. Voilà. Maintenant, par rapport justement aux conditions, par rapport au traitement avec les clients, moi je demande toujours à mes partenaires à l'époque de faire preuve justement de flexibilité. Parce qu'en se mettant juste à la peau ou à la place d'un client, il n'y a pas loin de... La semaine dernière, j'ai reçu une réservation à Marseille justement, qui était censée arriver le 10. Je suis en flexible justement sur le logement. Et à 4 jours, la dame, elle est malade un petit peu, elle a un cancer. Et à 4 jours, elle dit, en fait, j'ai une fièvre, ma chimio a été reportée, etc. Est-ce que je peux annuler? Direct, on annule, on n'en parle pas. Et on a même, avec mon concierge qui gère le logement, on a décidé de lui offrir le logement la prochaine fois. Il n'y a pas que l'argent. Moi, une de mes convictions, c'est love first, business will follow. C'est hyper important d'être bienveillant, d'avoir cet ADN de l'hospitalité, ce qui parfois manque énormément à certains investisseurs et à certains property managers. Pas tous, attention, mais certains, en effet, ils vont penser uniquement rentabilité. Mais c'est pas bon, c'est très court-termiste comme vision. Si on veut faire de l'hospitalité tout en investissant dans des appartements, parce qu'on peut avoir un hôtel de 200 chambres, mais on peut avoir en effet 30 appartements et avoir une bonne rentabilité. Il faut quand même intégrer un peu l'ADN hôtelier, et à savoir le service aussi, faire preuve de flexibilité. Bien évidemment, le but, c'est pas de tout accorder aux clients. Il y a aussi des voyageurs et des clients qui en abusent, mais il faut faire aussi quand même preuve de flexibilité et de bienveillance envers les clients. C'est un peu une devise importante dans le secteur. Trop bien. Moi, j'aime beaucoup cette vision. Avec le projet du château, c'est un projet d'hospitalité avant tout. On a envie de se retrouver dans ce lieu, de se sentir bien, etc. Oui. Et ça, c'est chouette d'entendre ça en tout cas. Après ce boulot en revenu management dans des hôtels, tu rejoins
du coup, Airbnb à ce moment-là? Alors oui, j'ai créé ma boîte de conseil. D'accord. Donc j'étais un peu en freelance où j'avais des hôteliers indépendants, de belles boutiques hôtels à Paris, le Bachaumont, le Grand Pigalle Hôtel, Ok. Avec des très beaux hôtels. l'hôtel national des arts et métiers justement qui appartient au même propriétaire que le Bachaumont. J'ai fait l'ouverture. J'avais l'hôtel Ampère, j'avais encore les Jardins du Marais en tant que consultant aussi pour eux. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016-2017, il y a eu pas mal d'événements, on va dire, pas très cool à Paris, notamment des attentats. Ce qui fait que la demande a été vachement impactée et les hôteliers commençaient un peu à se dire, bon, il y a un problème. Ouais. Et on commençait déjà à pointer un peu du doigt Airbnb en se disant, bah, en fait, Airbnb nous prend du business, etc. Ce que j'avais fait à l'époque, j'avais envoyé un message au directeur Europe de chez Airbnb qui s'appelle Olivier Grémillan sur LinkedIn en lui disant j'aimerais bien vous rencontrer, j'ai un portefeuille de clients de boutiques hôtels hyper jolis, etc. que je vois très bien sur la plateforme. Ok. Parce que j'avais fait juste auparavant le test en mettant quelques chambres d'hôtel sur Airbnb. Et c'était un carton. Pour des clients. Pour des clients hôteliers. Quoi. Ouais, exactement. Ok. Et c'était un carton, je faisais une meilleure production en termes de chiffre d'affaires de nuitée que le meilleur tour opérateur classique que j'avais à l'hôtel, Ok. avec des contrats, etc. Les tours opérateurs, c'est des types d'agences de voyage. Exactement, Ok. très classiques, avec lesquels tu as un tarif négocié à l'année. Si tu es très fort, tu vas en avoir 3, Ouais. la saison, moyenne saison, haute saison, avec quelques blackout dates. Ok. Mais voilà, on a fait le test j'ai commencé à faire ce test-là avec quelques chambres et j'ai vu que c'était un carton. Donc, je dis, avec une seule chambre, ça donne ça. Alors imaginons demain, il y a une API, un channel manager qui va te connecter à l'hôtel sur Airbnb. Je suis sûr que ça marche. Donc au final, Airbnb, c'est une plateforme dans laquelle les voyageurs vont chercher un logement. Ouais. Si c'est un beau boutique hôtel, pourquoi pas. J'ai été reçu et on a un peu papoté sur le sujet et il se trouvait qu'à ce moment-là, ils cherchaient ils étaient déjà en discussion avec une API australienne qui s'appelle SiteMinder. C'est un des leaders sur le marché hôtelier du channel management. Et le directeur des opérations m'a demandé est-ce que je connaissais un channel manager leader en France. Et comme par hasard, ils étaient voisins de Evel Pro à l'époque, ou The Edge aujourd'hui, un channel manager français qui a été racheté par Accor d'ailleurs. Et donc, je leur ai dit, les gars, vous êtes voisins, il faut absolument vous parler. J'ai envoyé un mail au fondateur. Ça, c'est un bon taf de consultant. C'est incroyable. T'as tapé à gauche et à droite. À droite, exactement. J'ai envoyé un mail au fondateur de Evel Pro, Philippe Lamarche, en mettant en copie Cyril, en leur disant, les gars, il faut absolument vous rencontrer. La connectivité a été faite. Et le destin, c'est que peut-être 6 mois après, il y avait un poste de boutique hôtel manager chez Airbnb pour remplacer quelqu'un qui partait en paternity leave. Je fais beaucoup de franglais, je suis vraiment désolé. Ah, c'est ok. En congé paternité, merci. Et donc j'ai remplacé, finalement je suis resté. Donc j'ai rejoint Airbnb en effet en 2018 en tant que salarié. Pour lancer le business hôtel en France. Donc l'idée c'était d'aller voir les hôteliers qui étaient un peu intéressés par la chose, faire des tests, etc. Okay. C'est une plateforme qui n'est pas du tout à la base adaptée aux hôtels. On fait les tests qui étaient plus ou moins convaincants, successful, j'allais dire. Merci. Et au final, on rachète une boîte américaine qui s'appelle Hotel Tonight. Boîte de réservation hôtelière sur mobile, très pratique. Pour quelques millions. Je me souviens de leur pub. Exactement. Ouais. Et voilà, à ce moment-là, je prends un poste chez Airbnb de MIA Manager, Middle East and Africa, pour les hôtels, avec une belle équipe. On manageait Dubaï, Cape Town, Marrakech, etc. Okay. Vraiment les grandes métros du Moyen-Orient. C'est bon, le petit chat qui arrive. Ça va. Il m'a fait juste une petite caresse. Et en fait, et derrière, il y a eu le Covid, malheureusement. Okay. Il y a eu le Covid en 2020, elle est très très difficile. Pour tout le monde, même pour Airbnb? Pour tout le monde. Ouais. Pour Airbnb, c'était même presque pire. Ouais. Du jour au lendemain, tu as 90% d'annulation des réservations. Donc là, il fallait prendre des décisions. Airbnb a décidé de licencier 25% du personnel. Notamment, pour me concernant, j'ai perdu toute mon équipe qui travaillait sur la partie hôtel. Moi, j'avais la double peine sur le plan professionnel, dans le sens où, travaillant dans l'hôtel, déjà, la partie hôtel a été dépriorisée par Airbnb à ce moment-là. J'ai perdu toute mon équipe. Et en plus, je travaillais sur un marché qui était ultra dépendant des voyageurs internationaux. Donc Dubaï, Marrakech, le Maroc a fermé complètement ses frontières, Cape Town pareil, en Afrique du Sud. C'est très, très difficile, hein. Il y avait le business était zéro.
Contrairement à des marchés comme la France, il y avait quand même un marché domestique qui est très très puissant, où tous les gens qui ont investi dans le littoral, ils se sont vraiment fait plaisir à ce moment-là, notamment pendant le Covid, où les gens étaient confinés. Ils ont décidé de partir ailleurs se faire confiner. Ok. Et donc voilà, c'était une année très compliquée. Les hôtels ont été dépriorisés. Sur le plan personnel, j'ai pris un peu cher aussi, puisque j'ai perdu mes 2 parents la même année en étant en France, alors qu'ils ont été aussi enterrés en Algérie. En Algérie. Ça, c'était vraiment très difficile. Quelque part, c'était la traversée du désert. Et après, en 2021, à mon retour, on va dire, début 2021, là, je suis revenu sur la partie property manager et à Paris, pour le coup, Ok. occupé du marché parisien et un peu Marseille également. D'où également mon investissement à Marseille. On en parlera, ouais. Ouais, exactement. Voilà, donc l'idée, c'était d'acquérir un peu plus de supply à Paris, de manager la supply existante. Il y a des géants de la location saisonnière à Paris, type Check My Guest, type Welkies, Studio Prestige, etc. Toi, t'es vraiment sur la partie B2B, toi, d'aller Exactement. chercher des gros acteurs. Exactement. Ces fameux 20% dont tu parlais Exactement. de professionnels. Absolument. Ouais. Donc l'idée, c'était... Enfin, j'avais plusieurs casquettes. L'idée, c'était en effet faire un peu d'acquisition quand c'est le cas, quand le partenaire n'est pas sur Airbnb, mais aussi faire de l'optimisation. Je travaillais aussi sur une partie hyper intéressante que Airbnb s'est découverte justement avec le Covid. C'était le long term stay, donc les locations moyenne durée. On a vu une explosion de ce segment-là suite au Covid. Et donc, C'est lié au bail mobilité, ça entre autres, en effet, bail mobilité, bail civil. Et donc, en fait, c'est un business qui commençait vraiment à peser, notamment à Paris et dans les grandes métros. Et donc, je travaillais un peu sur ça, toujours avec la supply, justement, parisienne et à Marseille. Ok. Et c'est là, du coup, que tu me contactes, à peu près, en me disant, il y a pas mal de nouveautés. Absolument. Salut, j'écoute ton podcast, je trouve ça chouette. Viens, passe chez Airbnb, on discute du bail mobilité, on discute de sujets c'est ça. et d'autres. Et du coup, tu m'avais fait découvrir ces beaux bureaux. Ouais. C'est vraiment magnifique. Il me manque énormément ces bureaux-là. Ouais. Les bureaux, ils sont magnifiques. L'ambiance, elle est géniale. Je me rappelle, en fait, on s'était rencontrés à l'Actao, cette room que j'adore. Donc, un joli canapé. En fait, chaque salle de réunion chez Airbnb est un peu décoré comme un appartement. Exactement. Et il y en a un qui fait un peu chalet, un peu cheminée. C'est l'Actao, justement. C'est ça. C'est là où on était. Et ça a toujours été décoré par le personnel d'Airbnb. Ah, ça, je savais pas. Ouais, voilà. Donc, celle-là a été... cette room, elle a été décorée par Romain et par Alexis, que j'avais justement remplacé. Mais ouais, franchement, super. Avec une magnifique vue en plus. Vue sur Père Garnier. Ouais. On peut pas être mieux inspiré que quand on est dans cette salle. Et en effet, je t'avais contacté justement pour parler de ça, parce que j'avais entendu pas mal de podcasts. Bon, j'adore ton podcast, ça tu le savais déjà, mais j'en profite pour te le dire. Sympa. Je suis un des fans et des abonnés. Et d'ailleurs, qui m'a beaucoup appris, même sur le plan personnel, investissement, parce qu'on apprend tous les jours. Alors, c'est un peu aussi ma devise. Et donc, le but, c'était en effet de parler de ça, de ce sujet du bail mobilité, de la location saisonnière, pour dire aux gens, en effet, il n'y a pas que de la location courte durée, il y a aussi un segment qui commence à être vraiment intéressant et florissant, c'est la location moyenne durée. D'autant qu'il est moins réglementé aussi. Donc on en parlera dans la deuxième partie de l'épisode. Nouveau moment de ce podcast que j'ai envie de tester avec toi pour la première fois. C'est un peu les speed questions de Ça fait un bail. Okay. Donc je vais te poser quelques questions. Est-ce que j'ai mon téléphone ? On va se lancer un chrono de 60 secondes. Oula. Et je te pose des questions et l'idée c'est que tu puisses me répondre en un mot, c'est un oui, non ou en un mot. Et comme ça, voilà, on a un débat d'opinion qui peut se créer après. Okay. Parfois c'est dur, hein, si c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais t'es un peu obligé de répondre, quoi. Okay. C'est le principe. Allons-y. Donc je lance le minuteur pour 1 minute et on démarre et comme ça on respecte le minuteur. Ah oui. Investir à Paris ou en banlieue parisienne ? Paris. Airbnb ou Booking ? Ah, Airbnb. Facile. Acheter ou louer sa résidence principale ? Louer sa résidence principale. En 2024, est-ce que les taux ils vont monter ou ils vont descendre ? Plutôt descendre. Pour ou contre l'encadrement des loyers ? Contre. Faire ses travaux soi-même ou tout déléguer à une entreprise ? Tout déléguer.
Acheter un appart en DPE B ou en DPE F? Ça dépend. Si c'est coup de foudre, peu importe. Ok. Voilà, Location courte durée ou longue durée? clairement courte durée. Acheter en viager, c'est éthique ou c'est immoral? Impossible pour moi. Euh, Boîte à clé ou serrure connectée? C'est reconnecté. SCPI ou crowdfunding immobilier? SCPI, Gérer soi-même sa loc courte durée ou déléguer à une conciergerie? quand on a le temps, gérer soi-même, sinon déléguer. Est-ce que ChatGPT dans l'immobilier, il faut s'y mettre ou c'est inutile? Ça peut être utile. Ok. Et on s'arrête là. On a fait 1 minute. Trop bien. Ok, intéressant. Intéressant sur ces questions. Le viager, ouais, c'est pas pour toi. Ouais, non, c'est impossible. C'est marrant, mais c'est impossible. Déjà, j'y comprends pas grand-chose parce qu'il y a plusieurs options apparemment. Ouais. Et au-delà de ça, j'ai l'impression comme si je pariais sur la mort de quelqu'un et c'est juste moralement, j'y arrive pas. Donc, J'ai jamais eu d'épisode là-dessus. ouais. S'il y a des experts du viager qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a des discussions intéressantes à avoir sur le sujet, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur Instagram. Ouais. Faire un bail, tirer du bas, pour rentrer un peu plus dans ce sujet. Moi non plus, j'ai jamais, je me suis jamais intéressé. C'est un truc qui me dérange un peu aussi. Mais après, tu peux aussi voir des avantages où la personne est touchée un revenu jusqu'à sa mort Oui, et ça peut la mettre dans un confort certain pendant 5-10 ans. mais si la personne n'est pas encore décédée, t'as un peu les boules. Ouais. C'est ce qu'un peu j'ai compris. Donc si la personne elle a une longue vie, et c'est d'ailleurs tout ce qu'on lui souhaite, j'ai compris que en effet l'investisseur il a qu'une envie, c'est que la personne quand même passe à l'au-delà. Ouais. Et c'est pas pour moi. Ok. Voilà. Toi, t'es pas très travaux. Tu disais. Alors, déjà, je suis pas très travaux parce que je suis nul en bricolage. Ouais. Mais pour le coup, vraiment, je savais même pas changer une ampoule jusqu'à pas très longtemps. Mon père, paix à son âme, c'était un homme un peu nerveux. D'accord. Il aimait bricoler et quand il nous demandait de l'aide, quand il demandait quelque chose et qu'on lui donnait autre chose, forcément, il pétait un câble. Et donc, ça m'a toujours un peu refroidi par rapport aux travaux. J'avais jamais envie de bricoler ou donner de l'aide. Dès qu'on le voyait bricoler, on courait. On fuyait. Ouais. On fuyait. On voulait pas être là avec lui parce que à la fin, il va quand même s'énerver. Ah, il y a un vrai truc des papas qui demandent à leur fils de l'aide et qui s'énervent. Exact. Bon, le mien est plutôt calme, mais je sais que t'es pas le premier invité à en parler. Du coup, je j'ai jamais bricolé. Et puis, ouais, enfin, je suis pas un expert. Moi, dans tout ce que je fais dans ma vie, je pars toujours du principe que chacun son corps de métier, chacun son expertise. Il y a pas une semaine, j'ai demandé sur LinkedIn justement un comptable qui s'y connaît un petit peu dans la location saisonnière et qui est un peu tech-friendly. Même s'il y a des outils aujourd'hui où tu peux quasiment tout automatiser, avoir tes profils. Mais je suis pas un expert comptable. C'est un comptable qui doit faire ça. Ouais. Pareil pour les travaux, pareil pour beaucoup de choses, pareil pour un photographe. Moi, je vais pas proclamer photographe professionnel. Je suis pas un photographe professionnel. Le photographe, il va voir des choses que moi, je ne vois pas. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais tout le temps. Ce que j'aime dans les travaux, c'est je viens, je supervise un petit peu, je vois où c'en est, l'avancement, mettre un petit chouïa à la pression quand je vois que ça traîne, mais sinon, non, je passe toujours par des gens. Ça, on vous le conseillera jamais assez, je pense, sur les photos. Moi, sur mes 2 premiers apparts en coloc, le premier, j'ai fait un peu les photos par moi-même. Et le deuxième, je l'ai fait faire par... alors, j'ai eu la chance d'avoir un copain photographe qui est venu, qui m'a fait des très chouettes photos. Et je regrette tous les jours, à chaque fois que j'ai une remise en location à faire du premier, alors que les 2 appartements sont à des niveaux assez similaires, en tout cas en termes de taille, etc. Et je regrette en fait de ne pas avoir fait ces photos pro dès le début sur Oui. cet appart. En plus, maintenant qu'il y a des colocataires dedans, il n'est plus dans l'état où il était au début. Il faudrait leur demander de tout ranger nickel, etc. Et ça serait vraiment un taf. Et du coup, c'est difficile de revenir par la suite, en tout cas sur de la location longue durée comme je C'est fais, clair, pour faire des belles photos. c'est clair. Et du coup, j'aurais jamais des aussi belles photos que le deuxième. Ouais. Et je vois l'impact sur les mises en location, quoi. Sur le premier, je vais avoir 10 demandes, et sur l'autre, je vais en avoir 40, quoi. Exact. Et c'est fou, quoi. C'est ta vitrine et c'est hyper important de la soigner. C'est un peu comme si tu avais une Porsche qui est remplie de poussière, etc. Ouais. On voit rarement d'ailleurs des Porsche remplis de C'est ça. poussière dehors. Tu as toujours son propriétaire qui est méga bien classe là-dedans, avec ses lunettes, son petit manteau, etc. et qui se balade le dimanche. Donc c'est un peu pareil. Donc en fait, ton produit, c'est un peu à ton image. Il faut absolument
pas le maquiller ou en faire trop, mais juste en effet prendre des belles photos, c'est hyper important. Je te raconte une anecdote, j'étais dans un des hôtels pour lesquels j'ai travaillé, qui faisait beaucoup de chiffre d'affaires, peut-être 12-14 millions de chiffre d'affaires à l'époque, en 2014, et avec une renta à 40%, RBE vraiment excellent. Ouais. Et il y avait le sujet des photos. À chaque fois, je leur disais, les gars, il faut absolument, notamment propriétaire, il faut absolument faire un shooting photo. Et à l'époque, ça coûtait peut-être 3 000, 4 000 avec le meilleur photographe de Paris. Ouais, sachez que vous, si vous faites des photos dans votre appart, ça coûte plutôt 200 € que. Et encore, que 4 000, hein. franchement, encore. Moi, j'ai fait des photos avec 170 € et franchement, elles sont ultra bien faites. Et d'ailleurs, Airbnb peut t'envoyer un photographe professionnel moyennant, tu reçois un devis, tu acceptes et photographie vient. Et ce propriétaire-là se plaignait, enfin, il voulait pas investir ces 2 000 €, même s'il gagnait des millions, il voulait pas investir vraiment dans un shooting photo professionnel et se plaignait en même temps des réservations qui proviennent plutôt de Booking et des autres plateformes. Sauf que les autres plateformes, elles dépensent énormément d'argent. Je vais pas te l'apprendre. Booking, c'est le premier client monde chez Google. Il n'y a aucune société qui dépense autant que Booking sur Google. Et donc, en fait, même quand tu fais un sacré chiffre d'affaires, il te dit, ouais, mais les réservations elles viennent toutes des OTA, Online Travel Agencies, et non pas de mon site internet. Oui, mon coco, ton site internet, les photos, regarde, hein, c'est le stagiaire qui les a prises avec son téléphone. C'est pas les mêmes photos. C'est pas les mêmes photos parfois, ou même c'est des photos qui sont identiques, mais avec le marketing de Booking, avec le descriptif, toutes les langues, etc. et les dépenses que fait Booking sur Google et tous les comparateurs de prix, forcément le résultat est là. Donc si on n'investit pas dans les travaux, dans les photos, dans n'importe quel sujet, le résultat ne sera pas le même. Moi, j'arrive pas à comprendre, peut-être que tu sauras me dire, pourquoi j'ai le sentiment que les chambres, elles sont plus chères sur le site internet que sur des plateformes, parfois. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Moi, à chaque fois, j'ai toujours envie d'aller en direct, tu vois. C'est un truc dans mon ADN, c'est un peu éthique, tu vois. Les plateformes, c'est chouette à lancer. Bon, un jour, peut-être que j'en lancerai une, mais par contre, tu vois, si j'étais un restaurant, ça m'emmerderait de filer 40% à Uber Eats. Et si j'étais un hôtel, ça m'embêterait un petit peu de filer, je sais pas combien c'est d'ailleurs, à Booking, 20%. J'imagine que c'est dans ces eaux-là. Le plus dur dans ce business-là, dans cette problématique justement du direct, c'est de faire fédérer toute ton équipe autour de ce sujet. Ok. J'ai fait l'expérience une dizaine de fois. À chaque fois que je réservais, forcément, tu vas, je sais pas moi, à Dubaï ou n'importe où, tu as envie d'aller dans un hôtel, tu connais pas tous les hôtels. Donc forcément, tu vas choper un petit peu dans un premier temps sur une des plateformes. C'est ça. Voilà, normal, classique. Quoi. Exactement, tu compares et derrière, tu vas les commentaires un petit peu et derrière, tu vas en effet contacter le site en direct. Et en effet, j'ai fait l'expérience où plusieurs fois, deux cas, soit je trouve plus cher sur le site internet de l'hôtelier, c'est véridique, ça existe, soit j'ai même le réceptionniste au bout du fil qui passe par la plateforme. Passe par Booking, passe par Expedia. Si j'étais le propriétaire, je m'aurais arraché les cheveux. Mais ça, c'est juste un sujet, c'est que certainement, à 100%, c'est que le réceptionniste au bout du fil n'est pas du tout incentivé sur les clients qu'il fait passer en direct. S'il était incentivé et qu'il avait même le pouvoir de dire, attends, j'ai un client qui va réserver sur le site, j'ai le droit de lui proposer même 10, 12, 15%, au lieu de payer 20% à une autre plateforme. Je peux le prendre. Okay. Et même mon propriétaire, il serait très très content parce que j'augmente ma part de direct. Ils ne le font pas. Mais c'est pas forcément la faute des réceptionnistes, c'est surtout la faute des dirigeants et des propriétaires qui ne font pas fédérer justement leurs équipes autour de ça. Ça doit être le sujet de tous et pas uniquement... Intéressant. Voilà. Et les hôtels, ils pourraient tout simplement mettre leur prix 10% moins cher sur leur site aussi. Tout le monde le fait maintenant. Aujourd'hui, okay. Notamment à Paris, quand tu as un revenu manager, c'est classique, tu as toujours un moins de 10%. Il y en a qui proposent un petit déjeuner aussi inclus dans le prix, en plus des 10%, parce que le petit déjeuner, il coûte absolument rien. Il est ventilé peut-être parfois dans un 4 étoiles à 6 €, quelque chose comme ça, donc ça coûte absolument rien. Donc tu offres le petit déjeuner, tu es à un 10% moins cher. C'est pas mal. Forcément, là, tu arrives à augmenter un peu ta part de marché. Il y a des hôtels et même des property managers, donc des loueurs de biens immobiliers, qui arrivent à générer jusqu'à 30-40% de business sur leur site internet. Okay. C'est une question d'investissement, aussi simplement. D'accord. Et je crois que c'est un autre sujet, mais il y a des plateformes qui vont te permettre d'avoir des réductions sur des chambres d'hôtel. Je pense à des staycations. Et eux, le business, pareil, staycation, je
j'adore leur site, je trouve ça génial. Nous, on a vécu avec ma copine pendant 2 ans dans 11 mètres carrés à Paris, Wow. dans le 17e, notamment pendant le Covid. Et tu vois, c'était un peu... C'était une opportunité, tu vois, on payait pas l'appartement. Et on s'est dit, vas-y, que ça nous permet de mettre un peu de côté, etc. Mais de temps en temps, on se marchait un peu dessus, quoi. Du coup, ça nous arrivait peut-être tous les 2 mois. On se prenait une chambre d'hôtel, un staycation, tu vois, Ouais. à 200 € et on profitait d'avoir un peu d'espace, la petite piscine ou la petite expérience, petit déj, machin, bidule, tu vois. Donc on aime bien. Pour ceux qui connaissent pas staycation, c'est des chambres d'hôtel avec expérience. Et j'ai le sentiment qu'ils jouent un peu sur les places invendues des hôtels. Oui. Bah, Et eux, ils achètent en gros, en fait. Même pas, ouais, en effet, t'es un revenu manager, t'as ton canal sur Staycation. Je l'ai utilisé aussi plusieurs fois, j'ai même eu un cadeau de la part de mes collègues, un anniversaire. Ouais, c'est un super cadeau d'ailleurs à faire. C'est génial. Ouais. Et Ils veulent pas passer sur le podcast. Ils m'ont refusé plusieurs fois, mais c'était il y a plus d'1 an. Ah ouais, non, Si maintenant vous les connaissez, envoyez-leur un message. Dites-leur de passer sur Ça fait un bail. Et le café est bon. Venez. Non, en effet, donc tu as ton extranet chez eux et tu ouvres justement tes disponibilités. Quand tu es revenu manager, on revient sur l'aspect revenu management. Tu sais que ton week-end, de toute façon, les dimanches à Paris, c'est vide. Tu trouveras jamais un hôtel qui fait 100% d'occupation le dimanche. Et donc, entre le samedi, dimanche ou la nuit du dimanche pour les franciliens, pour les parisiens, si tu fais un gros discount de 30-40% plus quelques amenities offerts, forcément, tu auras du monde. Et c'est un super exemple, le tien que tu as eu. Il y en a beaucoup qui font de plus en plus ça. Je me rappelle même, c'était pendant le Covid, j'écoutais Sébastien Bazin, du coup, le CEO de Accor, qui disait en fait, on a trop compté sur les étrangers dans l'hôtellerie. Alors qu'on a nos hôtels, ils sont dans des quartiers vivants. Il faut faire vivre ces hôtels-là. Tu vois, ça me fait penser un peu au Hoxton ou Exactement, j'adore. Mama Shelter, où tu as le restaurant qui est toujours blindé avec des gens de l'extérieur, où tu vas là-bas, tu te poses, tu travailles. Sébastien Bazin, il disait un peu la même chose. Il faut ramener... il faut que si tu veux faire repasser ta chemise, à l'hôtel, ils ont un service pour ça. Si tu veux recevoir un colis, tu peux le recevoir à l'hôtel. Il faut que le voisin arrive à franchir la porte de l'hôtel parce qu'on a l'impression que c'est sacré, on ne peut pas y aller. Voilà. Et donc, en fait, c'est un nouveau comportement de tous les consommateurs et il faut en effet jouer un peu sur ça. Très intéressant. Même moi-même, je cherche, tu vois, avant d'être bien installé ici pour tourner des podcasts, je cherchais, tu vois, des hôtels où je puisse faire des enregistrements de podcasts un peu sympas et tout. Et c'est pas encore si facile que ça. C'est pas encore adapté pour ces choses-là. Non, de temps en temps, on a des invités qui sont très busy, tu vois, qui peuvent même pas quitter leur quartier parce que ils ont 1 heure entre 2 rendez-vous et machin, donc tu peux pas lui dire de faire un aller-retour dans le 18e machin. Et t'es obligé de trouver un hôtel qui va te filer, mais tu vois, il va te filer une chambre, mais il te file une chambre, tu vas pas enregistrer sur un lit, tu vois. Donc, il faut que tu fasses ça dans le lobby, tu t'entendes avec eux. Et souvent, en plus, c'est des espaces assez inoccupés, comme tu disais. Clairement. J'ai l'impression qu'il y a 80% des hôtels, ils s'y passent, qui n'ont pas réussi à faire ce que le Hoxton ou Ma Shelter ils font. Et du coup, tu as des magnifiques lobbies avec de l'espace qui sont 10 fois plus beaux que la plupart des bureaux. Et où il se passe rien en journée. Absolument. À part le petit déjeuner le matin, l'hôtel est vide. Et en fait, j'ai fait l'expérience hier. J'étais entre 2 réunions et j'avais un call sur Zoom à faire. J'étais sur les grands boulevards. Et je passe par un hôtel, sans le nommer. Et je demande à la réceptionniste si je pouvais prendre un café et me poser, faire mon call. Elle me dit non, c'est réservé uniquement aux clients de l'hôtel. C'est vraiment dommage, quoi. C'est du gâchis. T'aurais été prêt à mettre 20 balles de l'heure Facile. J'aurais payé 10 balles, j'aurais le café, le Perrier automatique et j'aurais juste bossé et j'aurais cette adresse-là. Donc il n'y a pas ce réflexe-là encore, malheureusement. Intéressant. J'adore les sujets hôtels. Si on revient un peu sur tes investissements, toi, t'as commencé avec quoi ? Alors, j'ai commencé mon premier investissement, c'était à Paris, dans le 20e arrondissement, un petit studio que j'ai acheté en 2016. Je t'avais raconté, je l'ai très mal acheté, en tout cas à l'époque. Je ne connaissais absolument rien, donc j'ai acheté sur 15 ans, par exemple. T'as pas fait de Pinel déjà ? Rien, non, déjà ça va. J'ai eu la baraka, j'ai pas fait de Pinel. Mais oui, je l'ai acheté. Aujourd'hui, il est en vente, il est quasiment vendu. On a signé les compromis. Ça reste quand même un bel investissement.
Mais oui, c'était le premier que j'avais fait. Ok. Petit studio, 20 mètres carrés, À Paris? à Paris, Port des Lilas, côté vraiment du métro, très très pratique. Ok. Voilà. Donc ça, c'est tes premiers... Ça, c'était le premier. Après, j'ai enchaîné un peu avec Courbevoie, avec Marseille. Chez moi aussi, un peu en Algérie. J'ai Ok. fait ça. Et, De quoi tu as envie de nous parler, justement, si on rentre sur un cas un peu spécifique, où on donne un peu de chiffres, où on donne un peu de contexte? on peut parler de... Je vais te parler justement de la location saisonnière sur justement le dernier bien Ouais. que j'ai acheté à Paris, en face du Hoxton, Ok. justement. Et l'histoire, elle est juste folle, puisque j'étais sur un autre dossier à Courbevoie depuis quasiment 1 an. C'était une succession. Et donc, un studio dans une résidence où j'ai habité en 2010 et 2011. Je trouve l'annonce sur le Bon Coin, j'appelle. On me fait visiter. L'appart est dans le jeu total, mais il me plaît trop. Je veux trop l'acheter. Et ce qui se passe, c'est que 2 fois, à la veille de la signature du compromis, un des héritiers, donc la personne avec qui je suis en contact, appelle pour me dire ma mère, elle a changé d'avis, elle veut pas vendre. Première fois, je dis bon, c'est pas grave. Il me dit on va revenir à la charge. Tout le monde est vendeur sauf la maman qui a 92 ans. D'accord. Et donc j'étais patient. Et la deuxième fois, pareil, le jour de la signature, j'avais rendez-vous l'après-midi chez le notaire. Il m'appelle le matin pour me dire finalement c'est mort, on annule. Et comme par hasard, ce jour-là, j'étais en rendez-vous avec un partenaire parisien qui est spécialisé dans la location justement saisonnière et qui me dit, en fait, on n'en a même pas parlé de mon cas personnel, qui me dit, en fait, il y a un logement, tu sais, il y a Edgar Suite, une belle boîte d'ailleurs que je salue, qui vendent quelques unités. Ils font quoi, Edgar Suite? En fait, ils ont des immeubles qui transforment en hôtels, des immeubles de bureaux. D'accord. Aujourd'hui, c'est une très très belle chaîne, très qualitative, voilà, avec des fondateurs qui ont une belle éthique, etc. C'est un des groupes que j'aime le plus Ok. à Paris. Moi, je connaissais pas et en effet, tu m'as fait découvrir. Ouais. Et je les ai pas encore rencontrés, mais juste leur site, ça donne hyper envie. C'est hyper bien Et fait. d'ailleurs, franchement, je te suggère énormément d'inviter Grégoire. Je pourrais Ouais. même lui en parler. Carrément. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de live télé, etc. Et qui maîtrise parfaitement le sujet des investissements. Il a fait ça avec son frère. Et donc, en fait, il était sur le point de vendre 2 unités. Parce qu'il voulait se concentrer vraiment sur les immeubles entiers. Et ce jour-là, du coup, je l'appelle, j'ai appris qu'il était vendeur, je l'appelle, je lui dis, tu fais absolument rien, je veux être le premier à le visiter. Je l'ai appelé le vendredi, je l'ai visité lundi, j'ai fait l'offre lundi sur place, qui a été acceptée le mercredi, et j'ai commencé à faire le montage de mon dossier. Ok. Donc ça, c'est en effet un meublé de tourisme que j'ai acheté, que j'ai cherché depuis 6 ans, depuis que je suis chez Airbnb. C'est vraiment la denrée rare que Ouais. tout le monde cherche. Tu sais bien que la législation à Paris, notamment vis-à-vis de la location saisonnière, est très très dure. Et donc en fait, avoir un local commercial transformé déjà avec l'accord de la mairie en meublé tourisme, étoilé, etc., c'était inimaginable. Et voilà, j'ai pu acheter ce bien-là que j'exploite aujourd'hui justement avec un concierge. Ok. Donc là, on parle d'une denrée rare parce que c'est un peu une martingale, mais qui est très difficile à trouver. C'est Ouais. que on est sur un local commercial C'est ça. qui peut être utilisé pour différents usages. Là, il est utilisé pour faire de la location courte durée, Oui. meublé de tourisme, on appelle C'est ça, exactement. Et donc, Sa t'as destination a été changée. Tu as déjà. le droit de faire du Airbnb à Paris Exactement. avec Exactement. dans ces conditions-là. Exactement. Il faut savoir que n'importe quel bureau ou local commercial, il a une destination commerciale déjà écrite, notamment chez l'urbanisme à Paris. Ouais. En l'occurrence, ce local-là avait déjà fait le changement de destination pour en faire un meublé de tourisme. Donc j'ai vraiment acheté un meublé de tourisme. Pour la faire très simple, c'est comme si j'avais acheté 2 chambres d'hôtel en face du Hoxton. Ouais. Voilà. Que tu peux louer 365 jours à l'année sans souci. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, du coup, c'est quoi les chiffres un peu achat, location sur un projet comme Alors, ça ouais, tu vois, c'est 14 000 le mètre carré pour l'achat? pour l'achat. Et en termes de location, je l'ai acheté vraiment très récemment, septembre dernier. Mais l'ancien exploitant, Edgar Suite, justement, il faisait à peu près 100 000, Ok. 100 000 de CA à l'année. Je l'avais acheté à 600. Donc, on est plutôt sur une renta Ah oui. Donc on est sur, je sais pas, 17%, Ouais, comme facile. ça. facile, Donc, exactement. 17% à Paris, c'est possible. C'est encore possible. Et ça a pris 6 ans à Adelaide pour trouver la C'est pépite. ça. Il faut vraiment chercher. Il faut chercher souvent, même à 99,99%, c'est du off-market.
Ouais. Tu n'auras jamais une annonce comme ça sur le net. Bah non. Ouais. C'est quasi impossible. J'en ai déjà vu, Ouais. mais du coup, qui sont overpricés. Oui. C'était un appart à 22 000 du mètre, je Ouais, crois. voilà, exactement. Du coup, ils ont remis la renta à 6 ou 7% Ouais. et ils te le vendent tel quel, quoi. Exactement, ils te vendent la renta, ils ne vendent Ouais. pas vraiment le bien bien, ouais. même. Et bon, après, il faut faire quand même attention. C'est pas non plus sans risque aucun parce que, bon, bah, tu vois, par exemple, le contexte international, il n'est pas bon. Voilà, avec l'inflation récemment, le mois de janvier, par exemple, à Paris, c'était catastrophique. Ouais. Il y avait très, 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 très peu de réservations. Donc, si tu fais ça à grande échelle et que tu as énormément de biens, pareil, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, Paris a énormément souffert. Ouais. Les propriétaires ont énormément souffert. Contrairement à ceux qui avaient des logements dans le littoral, dans le sud, dans la campagne, eux, ils se sont fait plaisir. Mais les grandes métropoles, vraiment, ils ont tous souffert par manque de touristes déjà internationaux. Ils ont souffert des soirées clandestines et des projets X. Les bars ils étaient fermés, les boîtes de nuit fermées, les restos fermés. Donc, on louait un appartement, grand appartement, on ramenait la chicha et toutes les boissons imaginables pour faire la fête, quoi. Et le lendemain, le propriétaire, il découvre un désastre dans son logement. Donc, c'est vraiment la double peine. Il faut quand même faire gaffe et sur la renta et aussi sur les autres éléments un peu exogènes qui peuvent arriver à tout moment, quoi. Ouais, c'est dur, hein, tu sais, sur Airbnb, quand tu cherches. Moi, je vais avoir 30 ans, là, et du coup, je suis vraiment dans la période où il y a les mariages, les soirées de 30 ans, les EVG, les EVJF. Ouais. Et presque chaque week-end là, de 2024, on est pris. Donc, on book des Airbnb pour. Ouais. Et après, on est des personnes raisonnables, tu vois. On Exactement. va pas défoncer l'appartement. C'est ça. Mais si tu dis quand même que tu es là pour un EVG, nous, on y va pour manger du saucisson et du fromage, boire un coup, s'amuser, faire des activités dans la région. Pas du tout pour. Genre, on est hyper respectueux des biens. Mais si tu leur dis que tu viens pour un EVG, jamais ils te Ils louent, n'accepteront pas, ouais. Les gens, ils ont peur, ouais. Et donc, dès qu'ils voient une location pour 10, on a tout de suite soit une annulation, soit un message. Donc, tu es obligé de dire que tu viens. Oui, on vient pour une présentation professionnelle, machin. Est-ce que vous avez un écran pour projeter des slides? Elle est pas mal, celle-là. Ou on est des copains, on s'est rencontrés au KT. Ah oui. Tu essaies direct de les calmer. Négocier un petit peu, ouais. Pour négocier qui te prête l'appartement, quoi. Enfin, qui te loue cet appartement, pas prêté. Et c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Il y a des boîtes maintenant qui se spécialisent un peu dans ça. Ouais. Avec des J'ai reçu Alexandre Martucci de Sovilla. De Sovilla, il y a Oasis, je pense aussi. Oasis House, ils font un peu ça aussi. Ouais, je pense aussi. Bon, où c'est clairement OK de venir, de faire la fête. Ouais. Avec quelques règles, bien évidemment, mais c'est un vrai créneau. Hein. Moi, j'adore, hein, c'est de l'immobilier festif. C'est ça, les gens, ils partent à Marrakech, ils partent à Prague pour faire ça. Autant les attirer ici et les faire dépenser ici. Forcément, avec quelques règles, il y a des caméras peut-être de surveillance à l'extérieur. Il y a des moniteurs de son maintenant qui existent aussi dans les logements, où à partir d'un certain niveau de décibels, tu as une alerte, le locataire ou le voyageur reçoit tout de suite un texto. La deuxième fois, il y a même des équipes qui peuvent se déplacer. Enfin, il y a quand même des moyens aujourd'hui pour gérer un peu ça. Ouais, c'est intéressant. Cette partie un peu domotique qui doit être très utilisée dans les hôtels, a priori. Ouais, aussi, ouais. Ok, beaucoup à Paris, franchement. Ouais, merci. C'est chouette. C'est quoi les réglementations, justement? On a dit que c'était compliqué à Paris et tout, mais c'est quoi les limites? Tu as le droit de faire quoi sur de la location de courte durée? Alors justement, c'est un point hyper important, souvent mal compris, mal présenté. La règle est très claire, notamment à Paris. On va parler surtout de Paris et notamment de la banlieue proche. Certaines communes comme, je sais pas, Courbevoie par exemple, là où j'habite. Mais clairement, résidence principale à Paris, tu as le droit de louer et de faire de la location saisonnière 120 jours par an. Ça, c'est quasiment dans toute la France, d'accord? Mais on va rester sur Paris. Deuxième cas, c'est ta résidence secondaire. Résidence secondaire à Paris, tu n'as absolument pas le droit de faire de la location de courte durée. Néanmoins, tu as la possibilité de faire de la location moyenne durée à travers un bail civil ou un bail mobilité, justement. Et pour le coup, ce n'est pas inintéressant, puisque il y a vraiment un business, il y a vraiment une demande pour ça. Tu as l'ingénieur de chez Google qui vient des États-Unis, qui veut partir maintenant avec le télétravail, ça lui permet d'être un peu partout, ou un développeur, il veut passer 2 mois à Paris et télétravailler de Paris. Il aura besoin d'un logement, il va le booker directement sur Airbnb ou sur d'autres plateformes s'il a envie. Il y a vraiment un business pour ça.
Troisième cas, c'est un peu ce que moi j'ai fait, c'est d'acheter un local commercial qui a déjà la destination commerciale et de changer cette destination. Il y a encore des opérations qui se font à Paris. Attention, j'ai plein d'amis qui ont encore réussi à faire des opérations comme ça, notamment récemment dans le Marais, où tu achètes juste le local et tu demandes le changement de destination à la mairie de Paris. Et ce que j'ai entendu, c'est que ces derniers temps, c'est plutôt cool, où la mairie de Paris accorde quand même les changements de destination sans trop de problèmes. Et même quand elle ne l'accorde pas, les propriétaires font souvent appel avec un avocat, etc. Et c'est validé. Parce qu'un logement qui est commercial, normalement, tu peux faire n'importe quelle activité commerciale dessus. Il suffit juste de changer sa destination. Donc en gros, c'est un peu les 3 cas possibles. Résidence principale, résidence secondaire et local commercial. Ok. Et a priori, acheter un appartement classique et le transformer en local commercial, c'est quasi impossible. Et ça, c'est justement aussi le cas de Paris. Merci pour ce point-là, parce que Paris, du coup, a instauré ce qu'on appelle la compensation financière. Donc oui, c'est très dissuasif, ça coûte les yeux de la tête, et donc en fait, personne ne le fait. C'est comme si tu achetais en effet ton appart, celui-là, tu veux le transformer en meublé tourisme, la mairie elle va te demander quasiment le double pour justement aller acheter un local commercial et le transformer en habitation, parce qu'il part du principe que tu as retiré une unité qui était dédiée à l'habitation du parc de l'habitation. Donc il faut compenser. Donc tu devrais a priori acheter par exemple un bureau ailleurs. Exactement, et transformer en habitation. Ouais. Et là, tu aurais une compensation. C'est ça. Et ça coûte vraiment tellement cher. Ouais. En revanche, du coup, tu as d'autres villes où c'est encore le possible de faire un changement d'usage. Là, on ne parle plus de changement de destination, mais c'est un changement d'usage, de transformer un bien d'une habitation à un local commercial, donc à un meublé de tourisme. Notamment Marseille, on en parlera, mais à Marseille, tu as la possibilité de faire un seul changement d'usage par personne physique. D'accord. Au-delà du premier changement d'usage, tu dois aussi payer une compensation financière. Mais il y a des villes où c'est encore open, où tu peux faire un peu de la location saisonnière sans souci. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu as le droit, imaginons que demain je me positionne sur un local commercial, j'ai envie de changer la destination, est-ce que je peux le faire quand je ne suis pas encore propriétaire ou pas, cette demande? Alors, tu peux la faire, en effet, tu peux même mettre dans les conditions suspensives que c'est sous condition d'avoir l'accord de la mairie pour le changement de destination. D'ailleurs, tous le font aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Ouais. Tous le font. Ouais, mais ça doit, du coup, même ce truc-là, ça doit être hyper compétitif aussi. Il doit y avoir du monde sur le coup. Ouais, il faut juste trouver la pépite. Ouais. Tu as l'emplacement, le local. C'est souvent du rez-de-chaussée. Énormément de rez-de-chaussée. Ouais. Parfois, tu arrives à avoir du premier, deuxième étage dans des immeubles qui sont clairement que commerciaux, donc que des bureaux. Et c'est ce que d'ailleurs fait Edgar Suite. Ils prennent juste les immeubles, aujourd'hui quasiment vides, de par le manque d'activité pour les entreprises, donc qui étaient dédiés pour les bureaux, et les transforment en appart-hôtel ou en hôtel, quoi. Ok. Ouais. Trop bien. Quand tu as bossé chez Airbnb, en plus, tu venais du revenu management, donc tu jonglais avec des données, j'imagine beaucoup. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui sortait de ces données? Est-ce qu'il y a des villes où tu te disais waouh, enfin c'est ici l'endroit où investir, ou la secret sauce, où en fait il faut telle surface cartonne beaucoup plus que d'autres? En gros, qu'est-ce que tu peux délivrer de ton expérience Airbnb pour donner des conseils à des investisseurs pour faire des cartons en location courte durée, quoi? Ok. Alors, si je dois combiner mon expérience Airbnb, la data un peu que je voyais, ma propre expérience personnelle, mon expérience de revenu management, justement, si je combine tout ça, premier conseil, c'est souvent, en effet, tu connais la règle, souvent investir un petit peu pas très loin de chez soi. Ça aide beaucoup, ça diminue les frais, notamment au lieu de passer par exemple par une conciergerie, tu peux gérer ça toi-même. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur les villes, elles sont toutes connues. Le top 10 aujourd'hui, à Paris, tu as Paris, Nice en France, Cannes, Antibes. Antibes, c'est un carton. Lille, Angers aussi. En fait, en France, il y a du business vraiment partout. J'étais choqué une fois où j'ai regardé un petit peu dans la donnée, les villes frontalières de la Suisse aussi, notamment sur la moyenne durée. C'est hallucinant comment c'est rempli, et le prix moyen aussi des biens. Donc, ça va vraiment dépendre, j'ai envie de dire, de ton flair, de la zone, comment tu la connais. Moi, je n'irai pas investir, par exemple, à Bordeaux. Je ne connais pas du tout Bordeaux. J'y ai été 1 ou 2 fois, mais ce n'est pas du tout un secteur que je maîtrise.
En revanche, Marseille, en effet, j'y étais parce que j'y vais assez souvent. J'ai du monde que je connais là-bas. Pareil, on sait que Marseille, c'est une des plus grandes villes de France, avec un ensoleillement quasi permanent, etc. La législation, elle est plutôt clémente jusqu'à maintenant. Voilà, on verra après. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc, location. Donc déjà, l'intérêt de la ville, si elle est touristique, s'il y a du business corporate, parce que parfois, il y a des très belles opportunités. Juste une usine qui va se créer, par exemple, dans le Nord pour les batteries. J'avais suivi ça. Et donc, si tu as un logement qui est à côté, c'est sûr que tu vas faire carton plein, notamment sur la location moyenne durée et parfois même courte durée. Donc, suivre un petit peu sans flair par rapport à ça et quand même privilégier la proximité géographique. Quand tu habites à Paris, c'est quand même dur d'avoir un bien si tu n'as personne sur place Ouais. dans le sud-ouest ou pour faire de la location. Voilà. Ok. Bah, c'est plutôt des bons conseils. Et sur ces bails mobilité dont on a parlé, c'est quoi les règles? Il me semble que c'est du minimum 30 jours. Exact. Est-ce que tu peux le mettre en place à tout moment? Est-ce que c'est quoi le maximum? Je connais pas très bien le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est simple. Le bail mobilité, c'est des locations entre 1 et 10 mois. 1 mois et 10 mois. Et donc, Ok. forcément, dès que tu es sur le site d'Airbnb et même Booking aujourd'hui, si tu n'as pas un numéro d'enregistrement de ton annonce, et tu l'auras pas si c'est ta résidence secondaire à Paris et même en Île-de-France, et ben, tu as la possibilité de demander une exemption en faisant uniquement de la location via bail mobilité, directement dans le produit Airbnb. Et donc, au lieu que ton annonce ait un numéro d'enregistrement en dessous, ça sera marqué uniquement bail mobilité. Et ton minimum stay ou ta durée minimale de séjour de ton annonce passera automatiquement sur 30 nuits. Ok. Donc quelqu'un qui fait une recherche pour une semaine dans ta zone, il verra même pas ton appartement. Absolument pas, Ok. exactement. Et à uniquement ceux qui cherchent un mois et plus. Ok. Et voilà, donc c'est très facilement paramétrable. Et derrière, en effet, dès que tu as ça, tu es censé quand même t'assurer que la personne, si tu fais du bail mobilité ou du bail civil, parce que c'est deux choses un petit peu différentes, sur le bail mobilité, tu as un plafonnement de loyer, sur le bail civil, tu ne l'as pas. Et en fait, tu demandes juste les informations à ton voyageur, tu fais le KYC de ton voyageur, et derrière, tu peux envoyer un contrat via DocuSign, etc. Une fois que la réservation aussi, elle a été acceptée. Si c'est un bail mobilité, tu fais un état des lieux, etc. Et boum, la réservation est confirmée. Tu es payé directement par Airbnb ou par Booking. Tu bénéficies exactement des mêmes avantages qu'une location de courte durée, à savoir AirCover par exemple pour Airbnb. Et donc là, en cas de problème, tu es payé, tu es couvert par Airbnb directement. S'il a cassé ta télé, voilà, tu as la facture de la télé, tu seras remboursé intégralement. Ok. Voilà. Tu parlais de mobilité et de civil. C'est quoi la différence du coup? Un bail civil, ça a l'air d'être plus flex encore. C'est beaucoup plus flex. Tu peux l'avoir avec justement des sociétés qui vont louer pour leurs propres salariés. Et le bail civil, tu as le voyageur ou le locataire, il peut rester 1 mois, 2 mois. Comme c'est vraiment flexibilité totale, tu peux mettre ce que tu veux dans le bail. Et, Pareil, c'est 10 mois max ou ça peut être plus? Non. Et par contre, du coup, tu loues, c'est un bail que tu fais avec. Enfin, c'est un contrat avec une entreprise forcément, c'est ça ou même Pas forcément. D'accord. Tu peux avoir un contrat avec une entreprise, donc une personne morale, qui va louer pour quelqu'un, pour une personne physique, mais comme tu peux l'avoir directement avec une personne physique. Ok. Et donc, d'où l'intérêt. En fait, la seule différence, pourquoi les gens aujourd'hui, notamment sur la plateforme, font quasiment que du bail civil, c'est juste à cause du plafonnement des loyers qui est sur le que bail mobilité, du coup, c'est le même plafonnement que. Absolument le même. Voilà. Bon. Avec quelques exceptions, si tu as une vue dingue sur la Tour Eiffel. C'est ça. Voilà. Après, combien ça coûte une vue Tour Eiffel? On sait pas. On sait pas. Exactement. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un, un très gros influenceur brésilien, qui me demandait, et qui apprend que je suis. Il a 10 millions de followers, je crois, non, vraiment du lourd. Et il me apprend que je suis dans l'immobilier, enfin, je lui parle du podcast. Et il me dit je cherche pour 1 an un appart à Paris, je veux une vue Tour Eiffel pour les followers, quoi, tu vois, je veux un truc face à la Tour Eiffel, tu vois. Et je peux payer 1 an, il me dit je peux payer 1 an d'avance. Nice. Donc bon, il y a bonheur à celui qui l'a reçu, celui-là. Exactement. Et en fait, je me dis bon, bah j'ai envie de lui donner un coup de main intéressant, peut-être même que je peux prendre une petite com, je
je regarde, tu vois. J'envoie 2-3 messages à des gens qui font de l'IMO de luxe, machin. Mais personne n'a réussi à me trouver ça. Non, ouais, c'est très En compliqué. fait, personne fait de la longue durée Non, sur des apparts vue de Tour Eiffel. Je non. crois que ça n'existe même pas, en Non, fait. aucun intérêt. Enfin, soit c'est des familles qui les détiennent évidemment, ils les louent pas. Soit je pense que c'est des boîtes qui ont optimisé ça et qui louent à la nuit une fortune. C'est ça. Mais tu trouves pas pour un an, quoi. Non, et pour un an, notamment sur Airbnb, je pense que si tu prends une année entière, Ouais. si tu as 5 réservations, 10 réservations à l'année sur la plateforme, c'est déjà énorme. Ouais. Il n'y a pas, en fait, on n'a pas Ouais, ce c'est ça. business-là. Et le plus gros du business sur la moyenne durée, donc 75% à peu près des réservations, c'est entre 4 et 6 semaines. Ok. Donc c'est des durées de séjour de 1 mois et demi, Ouais. au final. C'est quand même chouette parce que c'est moins de gestion que la C'est génial. durée à la nuit. Franchement, c'est génial. Et c'est peut-être pas les mêmes rentabilités. T'es un petit peu en dessous parce que quelqu'un qui paye un mois, il va pas. Je sais pas, pour un petit appart parisien, il a pas envie de payer 300 € la nuit, peut-être. Tu vois. Exactement. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est. Bah, c'est beaucoup mieux que la location long terme. Ouais. Ça rend service à énormément de gens qui ne vont pas passer par une agence immobilière, payer les frais, etc., le dossier, le garant, juste pour 2 mois de location ou 1 mois et demi de location. Et puis, ouais, la rentabilité aussi, elle est quand même meilleure que si tu louais sur la longue durée, sur un an, par exemple. Donc, au final, il y a énormément de demandes, de plus en plus de demandes sur ce segment-là. Tu as très peu, du coup, de vacations. Donc, ton calendrier, non. Si tu as un beau logement, hein, prenons le tien, par exemple. On fait l'expérience, on met l'annonce. Demain, tu as déjà des demandes de longue durée ici. Avec des 1 mois, des 2 mois, avec des Américains, des Néerlandais, des Allemands, etc., qui viennent travailler, qui veulent un peu aussi. Et quand on parle justement de longue durée, c'est hyper important de le souligner. Il faut quand même prévoir un minimum dans le logement, à savoir une machine à laver, parce que c'est absolument pas les mêmes besoins que de la courte durée. Un espace pour travailler, c'est hyper important, où on pose son Mac et on bosse. Là, ici, on est trop bien. Ouais. On met l'ordinateur, j'ai une petite cuisine, j'ai la machine à café, le b.a.-ba, même le nécessaire justement pour pouvoir recevoir quelqu'un qui va rester 1 mois et demi, 2 mois. Ce sont absolument pas les mêmes besoins que quelqu'un qui va rester 2 nuits, 3 nuits. Et souvent, les gens l'oublient. On a même fait une analyse chez Airbnb où on comparait les commentaires d'un logement sur la courte durée et sur la longue durée. C'est vraiment pas pareil. À la longue durée, parfois on se plaint. La courte durée, c'est génial parce que la longue durée, le voyageur, il va vouloir recevoir parfois des colis. Si tu lui donnes pas la boîte aux lettres ou quelque chose comme ça va être compliqué. Ouais. Il va vouloir une machine à laver si t'as pas une machine à laver. La télé pour regarder ses matchs de foot, s'il le faut. Si t'as pas de télé, c'est problématique. Alors que sur une journée ou une nuit, tu viens pour le tourisme, rencontrer quelqu'un, voilà, tu t'en fiches. Je pense même que ton logement, tu vois, il est moins lumineux, par exemple, ou si t'es sur 1 ou 2 nuits, c'est moins grave. C'est ça. Moi, je réfléchis en ce moment sur la décoration du château, tu vois. Ouais. Et en fait, vu que c'est des gens qui vont y passer 2-3 nuits maximum, qui viennent pour un événement, pour un séminaire ou pour un mariage, je me permets, par exemple, de proposer à la décoratrice d'intérieur de mettre des trucs beaucoup plus chargés, de mettre des couleurs plus sombres, tu vois. Alors que quand t'es chez toi, t'as envie de plus de blanc, Lumière, plus de ouais. machin. Ça. Et quand t'es à l'extérieur, t'as envie d'un truc peut-être plus... Et pour 1 ou 2 nuits, t'as envie d'un truc plus instagrammable, absolument, plus marqué, etc. Ouais. Mais t'as peut-être pas envie d'avoir un gros papier peint très chargé à fleurs pendant 2 mois. Quoi. Ouais, non. Mais pour 1 ou 2 nuits, t'es content. Quoi. Exactement. En fait, il faut chercher l'expérience. Pour justement des clients de courte durée ou de loisirs, on cherche en effet l'expérience. Et une des choses la plus importante, on oublie aussi énormément de le souligner, c'est laquelle dans un logement? Pour quelqu'un qui vient chez toi. Bien dormir? Exactement. Il faut un matelas de malade. Si tu as envie d'investir vraiment dans un logement, que les clients ne se plaignent absolument jamais, la chose la plus importante, que ce soit pour un corporate traveler ou pour un leisure, ou donc loisir ou travail, la chose la plus importante, c'est de bien dormir. Avoir des coussins comme il se doit, parfois mous, parfois un peu plus solides pour ceux qui préfèrent ça, une belle couette chaude, une autre, etc. pour échanger, et surtout un matelas hyper confortable.